Maman a crié, ton enfant a pris les 10 000 € manquants du coffre-fort. Ma sœur s'est énervée. Nous l'avons vu près de là. Mon fils avait l'air terrifié. J'ai dit, rien, j'ai juste laissé tomber la clé USB des caméras de sécurité sur la table. 5 minutes plus tard, le visage de son mari est devenu blanc. La première fois, ce n'était que 100 €. Ma mère pensait qu'elle l'avait égaré. Il était dans son portefeuille ce matin-là, et au moment où nous débarrassions les assiettes après le dîner du dimanche, il avait disparu. Elle l'a mentionné légèrement, comme si ce n'était pas grave. Mais la façon dont ses yeux parcouraient la pièce disait le contraire. Personne n'a rien dit. Nous avons tous simplement hoché la tête, changé de sujet et sommes passés à autre chose. La deuxième fois, 300 € ont disparu du tiroir du bureau de papa. Celui-là était plus difficile à ignorer. Il verrouillait toujours ce tiroir, et seule la famille avait accès à la maison. Toujours pas d'accusation. Juste un silence inconfortable qui planait dans l'air la prochaine fois que nous nous sommes tous assis pour dîner. La troisième fois, les choses sont devenues étranges. 500 € disparus du sac à main de ma sœur, Léa. Elle a dit que ça avait disparu pendant qu'elle était à l'étage pour changer le bébé. Elle ne l'a pas dit clairement, mais ses yeux ont furtivement jeté un coup d'œil vers moi et mon fils, Louis. C'est là que j'ai su que quelque chose avait changé. Louis a 11 ans, il est intelligent, calme, aime dessiner et les jeux vidéo. Nous passons beaucoup de temps chez mes parents. Après mon divorce, ils ont commencé à m'aider avec les courses, les frais de scolarité et parfois le loyer. Ce n'était jamais dit à voix haute, mais je savais que Léa le ressentait. Son mari, Marc, le ressentait encore plus. Après ce troisième incident, mon père a acheté un coffre-fort, un de ces gros modèles ignifuges que l'on boulonne au mur. Clavier numérique. Il l'a installé derrière une étagère dans son bureau. Il m'a dit qu'il n'avait donné le code qu'à maman, Léa et Marc. Pas à moi, pas à Louis. Ça ne m'a pas dérangé. Je voulais juste que le drame cesse, mais ça n'a pas été le cas. L'argent continuait de disparaître. D'abord de petites sommes, puis de plus grandes. 2 000 €. Et puis la semaine dernière, 10 000 € d'un coup. Tous des billets de 100 € tout neufs. Aucun signe d'effraction, rien ne manquait de la maison, sauf l'argent. Cette nuit-là, personne n'a touché à son assiette. On entendait les fourchettes teinter, les boissons être sirotées juste pour combler le silence. Papa n'arrêtait pas de vérifier son téléphone. Maman levait à peine les yeux. Louis ne faisait que picorer sa purée de pommes de terre. Léa et Marc étaient complètement silencieux, ne faisant même plus semblant. Et puis hier, tout a éclaté. Nous étions assis dans le salon. Le bébé dormait à l'étage. La télé passait une émission de cuisine aléatoire en arrière-plan. J'aidais maman à trier le courrier. Papa était allé dans son bureau pour vérifier quelque chose dans le coffre-fort à nouveau. Et puis maman s'est tournée vers moi et l'a dit. Ton enfant a pris les 10 000 € manquants du coffre-fort. Juste comme ça. Sans avertissement, sans préparation. Elle l'a dit comme si c'était un fait. Tout s'est arrêté. Louis venait de rentrer du jardin. Il s'est figé comme si quelqu'un avait coupé l'oxygène dans la pièce. Puis Léa a bondi. Nous l'avons vu près du bureau 2 fois. Il te regardait ouvrir le coffre-fort, maman. Ne fais pas semblant d'être surprise. Personne n'a bougé. Marc a gardé les yeux rivés sur la télé comme s'il n'entendait rien de tout ça. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas défendu. Je n'ai pas dit un mot. Au lieu de cela, j'ai fouillé dans mon sac et j'ai sorti une petite clé USB argentée. Je l'ai posée au milieu de la table basse. Je leur ai dit que c'était des images. Le mois dernier, une caméra activée par le mouvement avait été installée au plafond du bureau de papa, cachée à l'intérieur d'un faux détecteur de fumée. Avec la permission de papa, c'est lui qui l'avait suggéré. En fait, après le deuxième gros vol, il ne savait plus à qui faire confiance. Chaque fois que la porte du bureau s'ouvrait, elle enregistrait. Chaque fois que quelqu'un touchait le coffre-fort, elle enregistrait. Chaque nuit, les fichiers m'étaient envoyés par email. Papa a pris la clé USB et a disparu dans le salon sans dire un mot. Je l'ai suivi.
Léa s'est levée, a hésité, puis s'est rasseoir. Marc n'a pas bougé. Louis avait l'air terrifié. Je lui ai dit d'attendre. Papa l'a branché à l'ordinateur. Le fichier était étiqueté avec la date exacte à laquelle les 10 000 € avaient disparu. 5 minutes après le début de la vidéo, c'était évident. La caméra l'avait filmé entrant dans le bureau à 2h14 du matin, tapant le code du coffre-fort, prenant les liasses de billets de 100 € et les fourrant dans un sac de sport noir. C'était clair qu'il l'avait déjà fait. J'ai entendu le plancher grincer derrière moi, je me suis retourné. Marc se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle comme un linge. Il n'a pas dit un mot, il s'est juste retourné et est sorti par la porte d'entrée. Marc n'est pas rentré cette nuit-là. Après la diffusion des images, il est juste parti. Sans veste, sans explication, sans excuse. La porte s'est refermée derrière lui et le bruit a résonné dans la maison comme un coup de fusil. Léa est restée figée, tenant son téléphone comme s'il allait lui dire quoi faire. Maman a murmuré quelque chose à propos du bébé à l'étage et a disparu. Papa est resté collé à l'écran, rejouant la vidéo avec incrédulité. Louis est devenu silencieux. Je l'ai couché plus tard dans la chambre d'amis et il s'est endormi en serrant son ours en peluche comme il le faisait quand il était petit et qu'il avait peur des orages. Quand je suis redescendue, la seule lumière venait de l'écran de l'ordinateur. Papa était assis là, fixant une image figée. La main de Marc atteignant le coffre-fort, son visage parfaitement capturé dans le coin de l'image. Je pouvais voir le reflet de papa dans l'écran. Il avait l'air plus vieux que je ne l'avais jamais vu. Il m'a demandé depuis combien de temps la caméra était installée. Je lui ai dit depuis août. Je l'avais installée un après-midi alors que tout le monde était sorti. Maman avait emmené Louis au parc. Léa était à son examen prénatal et Marc était censé travailler tard. Papa avait été le seul à le savoir. Nous avions convenu qu'il nous fallait des preuves, d'une manière ou d'une autre. Papa a juste hoché la tête. Il n'a rien dit d'autre. Le lendemain matin, la voiture de Marc avait disparu. Son téléphone tombait directement sur la messagerie vocale. Léa était assise à la table de la cuisine dans sa robe de chambre, faisant défiler ses messages encore et encore. Ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle ne m'a pas regardé avant que je ne pose une tasse de café devant elle. Elle m'a demandé si j'étais fière de moi. Elle a dit que je n'avais pas à le piéger comme ça. Le piéger. C'est le mot qu'elle a utilisé. Je lui ai dit que je n'avais piégé personne. Les images montraient juste la vérité. Elle n'a pas répondu, mais je pouvais dire qu'elle ne le croyait pas encore. Papa nous a appelés dans la salle à manger vers midi. Il avait l'air épuisé. La table était couverte d'imprimés, de captures d'écran des images, d'horodatage, même une photo où le tatouage de Marc était visible alors qu'il attrapait l'enveloppe d'argent. Il les a disposées comme des preuves dans une salle d'audience. Maman ne voulait pas regarder les photos. Elle est restée assise, se frottant les tempes. Papa a dit qu'il n'appellerait pas la police. Pas encore. Mais Marc était fini. Plus d'aide, plus d'accès au coffre-fort, plus de comptes partagés, rien. Il allait d'abord protéger la famille. Puis il s'est tourné vers Léa, lui a dit qu'elle devait décider où était sa loyauté. Léa n'a pas répondu. Elle a juste regardé Louis, puis moi, puis à nouveau les papiers. Cette nuit-là, Marc n'est toujours pas rentré. Le lendemain matin, la carte de débit de Léa a été refusée pour l'achat de couches. Quand elle a vérifié le compte, tout avait disparu. Marc l'avait vidé, économie, compte courant, tout. C'est à ce moment-là que ça l'a frappée. Elle s'est assise dans le couloir, tenant son téléphone, murmurant son nom encore et encore comme si le répéter assez de fois le ferait revenir. Ce soir-là, elle est finalement venue dans ma chambre. Elle a demandé à voir toutes les images, tous les fichiers. Je n'ai pas discuté. J'ai ouvert le dossier sur mon ordinateur portable et je l'ai laissé regarder en silence. La pièce était si silencieuse que le son de sa respiration semblait fort. À mi-chemin de la vidéo, elle a couvert sa bouche et a commencé à trembler. Ce n'était pas juste une nuit. Il l'avait fait 3 fois. Même sac, même routine. Elle n'avait pas voulu y croire, mais c'était là.
Elle est partie sans rien dire. Plus tard, quand je suis allée la voir, elle était allongée sur son lit, toujours habillée. Le bébé dormait à côté d'elle. L'écran de son téléphone s'éclairait toutes les quelques minutes avec des messages de numéros inconnus. Probablement les copains de jeu de Marc ou à qui il devait de l'argent. 2 jours plus tard, elle a demandé le divorce. Maman a pleuré quand elle l'a appris. Papa non. Il a juste dit qu'il aurait dû faire confiance à son instinct plus tôt. C'est là que j'ai appris autre chose. Marc avait emprunté de l'argent à papa 1 mois avant que tout cela ne commence. 10 000 euros. Il avait dit que c'était pour un investissement à court terme. Papa n'en a jamais revu un centime. Tout prenait sens maintenant. L'argent qui disparaissait n'était pas aléatoire. Marc volait pour couvrir ses dettes, essayant de compenser ce qu'il avait perdu au casino. Léa ne m'a pas parlé pendant un certain temps après cela, mais quand elle l'a finalement fait, elle a dit les mots que j'attendais. Tu avais raison. Puis elle m'a raconté le dernier SMS qu'il lui avait envoyé. Dis à ta sœur qu'elle gagne. Il l'a bloqué juste après. Marc a disparu sans laisser de traces. Personne n'a prononcé le mot fuir, mais c'est ce que c'était. Il a fui ses responsabilités, Léa, le désordre qu'il avait créé. Je ne pense pas qu'il s'attendait à se faire prendre. Et je ne pense certainement pas qu'il s'attendait à ce que ce soit moi qui le prenne. Après ce dernier SMS, dis à ta sœur qu'elle gagne. Son numéro a cessé de fonctionner. Son Instagram est devenu sombre. Son nom a disparu des forums de poker en ligne que papa a trouvés quand il a commencé à creuser. C'était comme s'il s'était nettoyé et avait disparu sous terre. Léa a sombré pendant environ 3 jours. Elle pleurait par à-coups comme si ça la frappait de nouveau toutes les heures. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle ne comprenait pas. Qu'elle savait que les choses allaient mal, mais pas à ce point. Qu'elle l'avait aimé. Qu'il avait tenu leur bébé la nuit d'avant comme si de rien n'était. Puis, tout aussi soudainement, les pleurs ont cessé. Elle est devenue froide, concentrée. Je l'ai vue changer en temps réel. Elle est retournée dans son ancienne chambre. Elle a refusé toutes les offres d'aide. Elle a commencé à tout faire elle-même. Couches, repas, lessive, recherche d'emploi. Elle n'était plus en colère. Pas à voix haute. Elle a juste cessé de laisser quiconque s'approcher suffisamment pour la réconforter. Maman a géré en faisant comme si rien ne s'était passé. Elle a refusé de parler des images, changeait de sujet chaque fois que le nom de Marc était mentionné. Elle appelait ça une passe difficile, comme s'il avait cassé une lampe au lieu de voler 10 000 euros et d'abandonner sa femme et son bébé. La seule personne qui semblait y faire face de front était papa. Un matin, je l'ai trouvé à la table de la cuisine, l'ordinateur portable ouvert, des papiers étalés. Il était au téléphone avec son avocat, calme mais ferme. Il coupait Marc de tout. Assurance, testament, procuration, fiducie familiale, partie, effacée. Quand il a raccroché, il m'a regardé et a dit, il nous a tous utilisés. Je l'ai laissé. Je ne savais pas quoi dire. J'ai juste hoché la tête. Quelques jours plus tard, une lettre est arrivée. Pas d'adresse de retour. Juste notre nom de famille griffonné au centre de l'écriture de Marc. À l'intérieur, il y avait une note qui disait « J'ai essayé ». Vraiment. Pas d'explication, pas d'excuse, juste un reçu de motel de quelque part près de Reno. Il n'y avait pas de numéro de chambre, juste une date. 2 jours après son départ, Léa l'a vu et n'a même pas tressailli. Elle l'a donné à papa et est partie comme si c'était une liste de courses. Je lui ai demandé plus tard si elle voulait parler. Elle a dit, qu'y a-t-il d'autre à dire ? Après cela, elle a commencé à écarter les gens de sa vie comme des branches mortes. Tous ceux qui avaient remis en question Louis, tous ceux qui avaient fait des commentaires sournois à mon sujet, tous ceux qui l'avaient traité comme si elle était pathétique d'être restée si longtemps avec Marc, partis. J'ai commencé à remarquer comment de petites choses changeaient aussi. Louis ne montait plus seul à l'étage. Il a complètement cessé de parler de Marc. Même quand je l'ai mentionné doucement, il a changé de sujet. Il était toujours gentil, toujours lui-même, mais plus silencieux maintenant. Je savais ce que cela signifiait. J'ai dit à papa que je pensais faire suivre Louis par un thérapeute.
Il a dit que c'était une bonne idée. Puis il a marqué une pause, a enlevé ses lunettes et a dit quelque chose que je n'attendais pas. Il a dit, j'ai cru que c'était lui. Je n'ai pas compris au début. Il m'a regardé dans les yeux et a dit, quand l'argent a commencé à disparaître, j'ai regardé Louis différemment. Je me déteste pour ça. Je n'ai rien dit. J'ai juste laissé ça de côté parce que cette vérité faisait mal, mais elle comptait aussi. Et pour être honnête, je l'avais ressenti aussi. Dans la façon dont maman vérifiait 3 fois son sac quand Louis était là. Dans la façon dont Léa le regardait quand quelque chose disparaissait. Aucun d'eux ne l'a dit. Mais il le pensait. Il pensait que mon fils était un voleur. Quelques nuits plus tard, Léa a demandé à emmener Louis au parc. Juste elle et lui. Elle n'a pas dit pourquoi. Quand ils sont rentrés, elle lui a tendu un sac avec 3 bacs de glace, chocolat, menthe chocolat et la saveur de mangue bizarre qu'il aime, et m'a dit qu'il les avait choisis. Quand Louis est allé à la cuisine, elle m'a regardé et a dit « Je suis désolée ». Et je l'ai cru. La vie n'est pas revenue à la normale après cela. Mais elle a commencé à se remodeler. Des matins calmes, moins de disputes, même des dîners sans silence gênant. Nous étions encore brisés à certains endroits, mais on avait l'impression de recoller les morceaux lentement. Marc était toujours parti, et honnêtement, aucun de nous ne voulait qu'il revienne. En octobre, la maison s'est sentie plus calme, le genre de silence qui suit une tempête. Instable, mais paisible. Nous évitions toujours le sujet de Marc. Personne ne prononçait son nom. C'était comme si nous l'avions effacé de l'air. Léa s'est installée dans la maternité célibataire comme si elle s'y était préparée depuis toujours. Elle était forte, plus affûtée qu'avant, mais plus douce avec Louis. Maman rôdait toujours quand Louis était là, comme si elle essayait de compenser tous les regards de travers qu'elle lui avait jamais jetés. Papa restait occupé à réparer des choses. Poignée de porte, volet, le portail. Comme si garder ses mains en mouvement pouvait l'empêcher de ressasser tout ce qui avait mal tourné. Nous n'étions pas guéris, mais nous tenions bon. Puis papa a suggéré le dîner. Il a dit que nous avions besoin d'une soirée pour recommencer. Quelque chose qui n'était pas lié au contrôle des dégâts ou au silence passif-agressif, juste un repas en famille. Pas de fantômes à table. Il a choisi un dimanche, tout comme ceux que nous avions l'habitude de passer, et a dit à maman de se surpasser, et elle l'a fait. Poulet rôti, pommes de terre 2 fois au four, le pain que Louis aimait. Elle a même sorti la bouteille de vin poussiéreuse qu'elle gardait depuis 2009. Louis l'a aidé à mettre la table. Léa a habillé le bébé dans une grenouillère avec de petites étoiles dorées. Papa portait sa vieille montre. C'était surréaliste. Nous avons ri plus que je ne l'attendais. Léa et moi avons plaisanté sur d'anciennes vacances en famille. Louis a dit quelque chose de stupide sur la façon dont le front du bébé ressemblait à celui de Marc et nous nous sommes tous figés, puis avons ri de bon cœur. C'était le genre de blague que l'on ne fait que lorsque quelque chose d'horrible a enfin cessé de faire mal. Puis papa s'est levé et a sorti une petite boîte en bois. Il l'a posée devant moi et a dit que c'était en retard. À l'intérieur, il y avait un chèque de 10 000 €. Je l'ai juste fixé. Il a dit que ce n'était pas un remboursement. C'était une déclaration qu'ils avaient échoué envers Louis en doutant de lui. Et c'était une façon de montrer qu'il l'avait vu, qu'il l'assumait. Léa a eu l'air de vouloir vomir. Puis elle s'est levée avec son verre et a dit qu'elle avait quelque chose à avouer. J'ai dit à maman que je pensais que c'était Louis, a-t-elle dit. Des semaines avant que les 10 000 € ne disparaissent. Je n'avais rien vu. J'ai juste dit ça parce que c'était plus facile que de penser que ce pourrait être quelqu'un d'autre. Tout le monde s'est tu. Louis n'a même pas levé les yeux de son assiette quand il a dit « Je savais ». Cela a brisé la pièce pendant une seconde. Léa s'est rasseoir et a dit qu'elle était désolée, qu'elle n'avait pas seulement laissé Marc nous voler. Elle l'avait aussi laissé nous voler notre confiance. Elle m'a regardé, puis papa et a dit qu'elle avait eu trop peur d'affronter la vérité à l'époque, et que cette peur lui avait tout coûté. J'étais sur le point de répondre quand maman s'est levée et a jeté un coup d'œil par la fenêtre vers la rue. Elle s'est arrêtée à mi-chemin. Il y a quelqu'un dehors, a-t-elle dit. Nous nous sommes tous tournés. Papa est allé à la porte et l'a ouverte. Et là,
Juste debout sous la lumière du porche comme s'il n'était jamais parti, se tenait Marc. Mais il n'était pas le même. Il ressemblait à un homme qui avait vécu dans sa voiture. Son visage était tiré, sa peau cireuse, ses vêtements froissés et amples. Il avait un sac de sport noir suspendu à une épaule, une basket abîmée avec un trou au bout. Il n'a pas parlé, n'a pas fait signe, il a juste fixé la maison comme s'il essayait de décider si elle était encore réelle. Léa s'est figée. Louis s'est tenu derrière moi. Marc n'a pas essayé de s'approcher. Il a sorti quelque chose de la poche de son manteau, a parcouru la moitié de l'allée et l'a déposé sur le paillasson. Puis il s'est retourné et est parti. Pas de mots, pas d'explication. Papa a attendu qu'il soit parti, puis a ramassé l'enveloppe. À l'intérieur, c'était un désordre. Jetons de casino, reçus de prêteurs sur gage, reçus de retrait, des « je t'aime » écrits sur des serviettes de bar, et une carte clé d'hôtel. Mais il y avait une chose qui nous a tous laissé froid. Le reçu de prêteurs sur gage était pour la bague de mariage de Léa. Celle qu'elle avait cachée au fond de son placard après la séparation. Celle dont elle n'avait même pas réalisé qu'elle manquait. Il devait être revenu à la maison à un moment donné pendant que nous étions absents. Léa est devenue blanche. Aucun de nous n'a dormi cette nuit-là. Personne n'a dit un mot le lendemain matin. Ni pendant le petit déjeuner. Ni pendant que papa lisait le journal qu'il ne lisait pas vraiment. Ni pendant que Léa préparait le sac à langer du bébé pour une promenade qu'elle n'a finalement pas faite. Même Louis semblait sentir que quelque chose n'allait pas. Il restait près de moi, nous observant tous comme s'il attendait que quelque chose explose. L'enveloppe que Marc avait laissée sur le porche était toujours sur le comptoir, non ouverte. Ce n'est qu'après le déjeuner que papa l'a finalement ramassée, ouverte et a commencé à étaler les choses sur la table de la salle à manger. Ça ressemblait à des déchets au début. Reçu plié, une carte clé, une serviette froissée. Mais ce n'était pas le cas. C'était une feuille de route de sa chute. Reçu de casino d'au moins 4 états différents. Des centaines, parfois des milliers d'euros dépensés en quelques heures. Un reçu de prêteur sur gage pour une Rolex d'une autre personne. 2 reçus de virement bancaire à des noms qu'aucun de nous ne reconnaissait, un de 4 000 € envoyé il y a seulement 10 jours. Et près du bas de la pile, le reçu du prêteur sur gage pour la bague de mariage de Léa. Celui-là a frappé comme un marteau. Elle est restée là, le fixant en silence. Elle n'avait pas porté la bague depuis la séparation, mais l'avait gardée cachée au fond de son placard, dans une boîte sous une pile de couvertures de bébé. Elle n'avait même pas réalisé qu'elle manquait. Il était revenu dans la maison. Nous ne savions pas quand ni comment, mais il était à l'intérieur. Cela a tout changé. Papa a fait changer les serrures cette nuit-là. Pas seulement de nouvelles clés, de nouvelles ferrures, des peines dormants, des caméras de sécurité ajoutées à l'avant et à l'arrière. J'ai surveillé Louis pendant que le serrurier perçait le cadre. Léa est restée dans sa chambre, nourrissant le bébé, son téléphone en silencieux. Puis cette nuit-là, papa nous a appelés, juste moi et Léa, dans le salon. Il a fermé la porte et a sorti un dossier. À l'intérieur se trouvaient des documents légaux, quelque chose que son avocat avait rédigé. C'était essentiellement une déclaration formelle selon laquelle Marc devait être retiré de tous les liens familiaux. L'entreprise, le testament, l'assurance, tous les actifs financiers, les droits d'accès ou les désignations d'urgence, tout était parti. Papa a tendu un stylo à Léa et a dit « C'est permanent ». Il n'a pas hésité. Elle a signé sans le lire. Puis elle a regardé papa et a dit « Assurez-vous qu'il ne s'approche jamais de notre fils ». Il a hoché la tête une fois. Le reste d'entre nous a fait de même. Même maman, qui traînait les pieds émotionnellement à travers tout cela, a finalement rompu ses habitudes. Elle est entrée dans le salon sans qu'on le lui demande et a dit à papa qu'elle voulait que son compte soit sécurisé aussi. Tout. Elle ne voulait pas découvrir dans 5 ans que Marc avait utilisé son numéro de sécurité sociale pour ouvrir une ligne de crédit dans l'Ohio. C'était la première fois que je voyais maman en colère. Pas triste, pas secouée, en colère. Cette nuit-là, Léa est venue dans ma chambre après que Louis soit allé se coucher. Elle s'est assise par terre à côté du panier à linge, me regardant plier ses chemises. Elle a dit « Je pense qu'il va bientôt mourir ».
Elle l'a dit comme une déclaration, pas une peur. Je n'ai rien dit. Il n'y avait rien à dire. Elle a continué, non pas parce que je le veux, mais parce que je pense qu'il le veut. C'était le genre de choses que l'on ne dit pas à voix haute à moins de savoir déjà que c'est vrai. 2 mois ont passé. Aucun signe de Marc. Pas de SMS, pas d'observation, plus d'enveloppe. Noël est arrivé et est passé. Nous avons essayé de le rendre normal. Lumière, arbre, cadeau. Louis a reçu un carnet de croquis de papa et Léa l'a surpris avec un ensemble de marqueurs qui n'étaient pas bon marché. C'était probablement le premier vrai sourire que j'avais vu sur son visage depuis des semaines. Puis 2 jours après le Nouvel An, l'appel est arrivé. C'était un numéro du Nevada. Papa a répondu. C'était un policier de Reno. Ils ont trouvé Marc dans un motel. Overdose, seul. Pas de carte d'identité, pas de portefeuille, juste un téléphone cassé avec un message non envoyé ouvert sur l'écran. Je pensais pouvoir arranger ça. Léa n'a pas pleuré. Elle s'est juste assise sur le canapé avec le bébé et a fixé le sol. Nous l'avons enterré une semaine plus tard lors d'un service discret. Juste nous. Pas de photos, pas de discours, pas de musique. Le genre d'adieu qui arrive quand quelqu'un a brûlé tous les ponts avant de partir. Nous avons enterré Marc un jeudi. Le ciel était d'un gris terne. Il n'y avait pas de musique, pas de diaporama, pas de foule de personnes en deuil. Juste nous 5 debout dans nos manteaux, respirant dans le froid. Un cercueil fermé, une pierre tombale de travers et une courte lecture par un prêtre qui, de toute évidence, ne l'avait jamais rencontré. Même la terre semblait réticente à tomber. Léa a tenu le bébé tout le temps, calme et inexpressive. Pas engourdie, juste finie. C'était comme si le chagrin s'était produit il y a longtemps, et que ce n'était que de la paperasse. Il n'y a pas eu de réception. Personne n'a demandé de fleurs. Personne n'a rien posté en ligne. Nous sommes remontés dans nos voitures et sommes rentrés chez nous sans dire un mot. Mais le silence ne signifiait pas la paix. Pas vraiment. La maison est restée immobile pendant des jours. Pas de musique de fond, pas de télévision. Même Louis parlait plus doucement, comme si le volume de la maison avait baissé et qu'aucun de nous ne voulait le déranger. Puis, une nuit, je me suis réveillée au son de quelque chose qui s'écrasait. J'ai trouvé Léa dans le garage, tenant un cadre brisé dans une main, un sac poubelle dans l'autre. Vieille photo de mariage, carte d'anniversaire de Marc, sa veste de costume. Elle jetait tout, pièce par pièce. Elle m'a regardé une seconde, puis a continué. Je ne l'ai pas arrêtée. Après cela, les choses ont commencé à changer. Elle n'était pas soudainement bien. Le deuil ne fonctionne pas comme ça. Mais elle bougeait à nouveau, se levait, préparait le petit déjeuner, rappelait les gens. Elle a même emmené le bébé à un groupe de mamans à la bibliothèque. Elle est rentrée avec un dessin qu'il avait gribouillé sur du papier de construction et l'a scotché sur le frigo comme si c'était un chef-d'œuvre. Papa a recommencé à travailler dans le garage, réparant sa vieille moto. Maman a fait plus de pâtisserie que d'habitude. Louis a demandé si nous pouvions arrêter d'utiliser la chambre d'amis et l'appeler simplement sa chambre. J'ai pris toutes ces choses comme de petites victoires. Puis quelques semaines plus tard, Léa m'a demandé si je pouvais l'accompagner pour visiter un appartement. Un 2 pièces à l'étage, pas d'ascenseur. Elle n'a pas souri en le visitant, mais elle n'avait pas l'air effrayée non plus. Je pense que je veux celui-ci, a-t-elle dit, regardant par la petite fenêtre de la cuisine. Elle a signé le bail cet après-midi-là. Cette nuit-là, autour d'une pizza et d'assiettes en carton, nous avons eu notre premier vrai dîner en famille depuis la mort de Marc. Pas de tension, pas de culpabilité, juste des rires tranquilles. Louis mâchant la bouche ouverte, le bébé jetant des croûtes sur le sol. Cela semblait presque normal. Et juste quand je pensais que nous avions fini, quand l'histoire était enfin terminée, une lettre est arrivée, sans adresse de retour, timbrée de Las Vegas. L'écriture était indubitable. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier ligné plié. Pas d'enveloppe à l'intérieur de l'enveloppe, juste le papier lui-même. Il disait, « Si cela vous parvient, je suis probablement parti. Je ne veux rien. Je ne mérite rien, mais j'ai besoin que quelqu'un sache.
J'ai essayé. Je ne savais pas comment demander de l'aide. Je n'arrêtais pas de penser que je pourrais arranger les choses avant que vous ne le découvriez tous. J'aimais le bébé. Je suis désolée pour tout. Vous ne me devez pas le pardon. J'avais juste besoin que quelqu'un sache que je n'essayais pas de vous faire du mal. Je ne savais juste pas comment arrêter. Il n'y avait pas de nom signé en bas. Juste une tache d'encre, comme s'il avait hésité puis s'était ravisé. Léa l'a lu 3 fois. Elle n'a pas pleuré. Elle ne l'a pas déchiré. Elle l'a plié soigneusement et l'a rangé dans son sac à main. Plus tard, pendant que nous faisions la vaisselle, elle a dit doucement, « Je le dirai au bébé un jour. » Pas tout, mais qui était son père avant tout cela. J'ai hoché la tête. Elle a jeté un coup d'œil à Louis et a dit qu'il aimait toujours cette glace à la mangue. Toujours, ai-je dit. Il a souri pour la première fois depuis ce qui semblait être des mois. Il n'y a pas eu de fin dramatique, pas de clôture parfaite, juste la vie qui continuait. Un peu plus calme, un peu plus prudente, mais qui avançait. Marc n'est jamais revenu dans nos vies. Mais les dégâts qu'il a laissés derrière lui nous ont tous appris quelque chose que nous n'avions pas vu venir. Parfois, les pires choses sont ce qui fait enfin remonter la vérité à la surface. Et à partir de là, si vous avez de la chance, vous pouvez reconstruire. La dernière mise à jour. Le printemps est arrivé tranquillement, comme s'il ne voulait pas faire grand cas des choses. Les arbres devant la maison de mes parents ont recommencé à fleurir, et j'ai réalisé depuis combien de temps aucun de nous n'avait regardé par les fenêtres sans attendre que quelque chose tourne mal. L'appartement de Léa est devenu une deuxième maison plus vite que je ne l'attendais. Il était petit, à peine assez de place pour elle et le bébé, mais elle l'a rendu chaleureux, douillet, sûr. Elle a trouvé un fauteuil de brocante, a peint le berceau elle-même, a même commencé à garder des succulentes sur le rebord de la fenêtre. Elle les a nommées d'après de vieux dessins animés que nous regardions quand nous étions enfants. Un samedi d'avril, elle nous a invités. Pas d'anniversaire, pas de vacances, juste des pizzas et du vin bon marché et trop de jouets de bébé sous les pieds. Louis a dessiné un vaisseau spatial sur son calendrier mural, et elle n'a même pas tressailli. Cette nuit-là, quand nous sommes partis, elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte, tenant le bébé et nous a fait signe jusqu'à ce que notre voiture disparaisse. Quelques semaines plus tard, la bonne nouvelle est arrivée. Léa a reçu une offre d'emploi. C'était un poste administratif à temps partiel dans une clinique pédiatrique locale. Horaire flexible, avantages, possibilité d'évolution. Elle m'a appelé dès qu'elle a reçu l'email. Je lui ai répondu à moitié en riant, à moitié en pleurant, essoufflée comme si elle venait de courir une course. Ils m'ont choisi, a-t-elle dit. Ils m'ont vraiment choisi. Elle n'avait pas travaillé depuis avant le bébé. Pas depuis que Marc l'avait convaincue qu'elle devait rester à la maison et se concentrer sur son rôle de maman. Elle ne l'a pas dit à voix haute, mais je pouvais entendre ce que ce travail signifiait pour elle. Ce n'était pas juste du travail. C'était la preuve qu'elle pouvait se tenir debout seule à nouveau. Nous avons célébré ce week-end avec des plats à emporter et des cupcakes. Maman a apporté du vin, papa a porté un toast étrangement sérieux, et Louis a fait une pancarte « Félicitations pour le poste » en papier de construction et ruban adhésif. Pour la première fois depuis longtemps, nous ne regardions pas en arrière. Cette nuit-là, après que la vaisselle ait été nettoyée et que le bébé se soit enfin endormi, Léa s'est assise à côté de moi sur le canapé et a dit « Je n'ai plus peur ». Je l'ai cru. Les choses n'étaient toujours pas parfaites, mais la perfection n'était plus l'objectif. Maintenant, nous voulions juste de bons jours, et cette nuit-là en était un. Peut-être l'un des meilleurs.